j'avais déjà fait toute la généalogie et tout. D'accord. Tu nous feras des résumés des fiches. Alors, bonsoir à toutes. Je suis très très contente de vous voir et de vous voir aussi nombreuses dans votre HM. Alors, le cours de ce soir, il fait en fait suite au cours de la semaine dernière. On a vu la semaine dernière, en quelques mots rapidement, que, eh bien, il faut constamment être en mouvement, constamment être à l'œuvre, constamment lutter et faire des efforts. Et en fait, le secret d'une vie épanouie, eh bien, c'est d'être tout le temps en mouvement, mais sur une toile de fond d'acceptation de la situation actuelle. D'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, le secret pour ne pas être frustré, c'est d'essayer d'avancer tout en comprenant que ma configuration de vie actuelle, eh bien, c'est celle qui est la mieux pour me permettre de me développer et de m'épanouir. D'accord ? Alors la question, et c'était de nombreuses questions qu'il y avait à la suite du cours la semaine dernière, c'est mais comment œuvrer, comment lutter, comment faire des efforts, dans quoi on doit mettre son énergie. D'accord ? Je vous donne un exemple qui m'est arrivé cette semaine, justement d'une amie qui a reçu le cours et qui est avocate. Et elle me dit, c'est incroyable parce que le titre du cours c'était comment persévérer, jusqu'où persévérer. Et en fait, c'était la question qu'elle avait ce matin-là, parce que ça fait depuis des années qu'elle suit un client et qu'elle est sûre que ce client, il peut avoir mieux que le jugement qu'il a reçu. Et donc à chaque fois, elle lui dit non, mais c'est pas assez, on passe en appel. Et après, à l'appel, elle dit non, c'est pas assez, on va passer en cours de cassation. Et en fait, elle continue. Et à un moment, la question c'est, est-ce que c'est une bonne lutte ? Parce que quand je mets mon énergie dans ça, je ne la mets pas ailleurs. D'accord ? Ça, c'est la première chose, c'est comment faire des choix. Vous savez bien qu'il faut choisir ses combats dans la vie, on ne peut pas être sur tous les fronts. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est, mais comment œuvrer, comment faire des efforts, parce que parfois, on a l'impression que, eh bien, on fait, mais en fait, on fait du surplace. Et c'est là que s'invite dans nos vies la vraie frustration. D'accord ? Alors, arrive la paracha de cette semaine. Eh bien, la paracha de cette semaine, elle va nous donner tous les éléments, justement, pour répondre à cette question. On a, en fait, tous les secrets de la sortie d'Égypte. On a un peuple qui est esclave depuis 210 ans et qui va sortir d'Égypte. D'accord ? On prend un peuple qui a 210 ans, qui est dans la même situation, cette situation oppressante, cette situation d'esclavage, cette situation de soumission, et ce peuple va sortir d'Égypte. D'accord ? C'est quoi sortir d'Égypte ? Eh bien, c'est sortir d'une situation oppressante. L'Égypte, en hébreu, se dit Mitzrayim. Mitzrayim, ça veut dire frontière, ça veut dire bloqué, ça veut dire oppressé. Donc sortir d'Égypte, à notre échelle, c'est comment sortir d'une situation qui nous oppresse, qui nous bloque. Alors, la paracha nous dit quelque chose d'essentiel. Elle nous dit qu'avant de sortir d'Égypte, eh bien, avant ça, le peuple juif est déjà sorti de l'esclavage. Il y a eu en fait 2 étapes. La première, c'est qu'ils ont arrêté d'être esclaves. Pharaon leur a dit, vous arrêtez de travailler. Et ça a duré 1 an. Et seulement au bout d'1 an, eh bien, ils sont sortis d'Égypte. Donc, c'est quoi la situation ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, il y a eu 2 étapes. La première étape qui a duré 1 an, c'est j'arrête d'être esclave. J'arrête d'être soumise. J'arrête d'être soumise à quoi ? J'arrête d'être soumise à mes blocages. J'arrête d'être soumise à mon manque de confiance en moi. J'arrête d'être soumise à ce qui me bloque. J'arrête d'être soumise à cette addiction. J'arrête d'être soumise à cette dépression. Et c'est une fois que j'arrive à ne plus être prisonnière des forces qui sont en moi, qu'à ce moment-là, je vais pouvoir débloquer la situation. Vous avez compris ? C'est ce que nous dit la paracha. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la vraie étape vers la liberté. C'est quoi la liberté ? C'est de faire ce que je veux. C'est quoi ce que je veux ? C'est une bonne question, ce que je veux. C'est qui je dans la phrase « ce que je veux ». Ça dépend. En fait, il faut savoir qu'à l'intérieur de nous, on a la personne qui veut avancer, qui a une volonté, qui a un projet de vie, et on a toutes sortes de résistances intérieures auxquelles on peut s'identifier.
Et vous remarquerez qu'on utilise beaucoup la forme pronominale en disant par exemple « Allez maintenant, je m'active ». Je m'active. D'accord? J'ai ces deux forces en moi. J'ai la personne active et la personne passive. Allez, maintenant, je me prends en main. Allez, j'ai décidé de m'en sortir. D'accord? Donc, on comprend que quoi? Vous trouvez ça dans toutes les déclinaisons en psychologie. L'adulte et l'enfant qui est à l'intérieur de nous, le moi, le surmoi. Vous trouvez ça dans toutes les formes, d'accord? Mais en fait, on a deux moteurs à l'intérieur de nous. Un moteur qui dit « prends-toi en main » et un moteur qui n'a qu'une envie, c'est de se laisser aller. D'accord? Donc quand on dit « je fais ce que je veux », par exemple, quelqu'un qui est au régime, je ne sais pas si ça vous parle, certaines d'entre vous, quand on craque et on mange le gâteau au chocolat, on ne voulait pas manger. Alors, c'était le fruit de notre volonté? Non, on a craqué devant une résistance interne. Mais moi, ma vraie volonté, c'est de perdre ces kilos, c'est de ne pas manger ce gâteau. Vous avez compris? Donc, quand on dit accéder à la liberté, eh bien, c'est faire ce que je veux, c'est en fait m'attacher à mon essence qui est propre. C'est me coller à mon identité, me coller à ma volonté. D'accord? Donc, quand quelqu'un appelle le psy et dit « Allô, j'ai décidé de m'en sortir », en fait, il y a deux personnes. Il y a la personne qui décide de s'en sortir et la personne qui est encore bloquée, encore oppressée. D'accord? Alors, dans notre paracha, on va avoir donc cette fameuse sortie d'Égypte. Et c'est très intéressant de voir qu'on va avoir ce peuple qui va accéder à la liberté. Vous allez voir, on va avoir tous les détails. C'est impressionnant de voir en une paracha, on a à peu près, je pense, 10 ans d'études de psychothérapie. Et en parallèle, on a donc ce peuple qui est oppressé. Et en parallèle, eh bien, on a un pharaon, l'oppresseur, qui lui, en fait, est prisonnier. On va voir qu'en fait, c'est très paradoxal, c'est très ironique, mais celui qui est en fait l'oppresseur, qui a l'air libre, qui a le pouvoir, qui oppresse, en vérité, c'est lui qui est véritablement prisonnier de ses pulsions. Et le peuple juif, qui est un peuple oppressé, en vérité, va avoir accès à une vraie liberté. Et il faut savoir une chose, c'est que cette paracha-là, elle s'inscrit dans une période de 6 semaines qu'on appelle Yemé Hashovavim. C'est quoi Yemé Hashovavim? C'est une période de 6 semaines qui est propre à nous sortir de nos blocages, à nous sortir de ce qui nous oppresse. Ce qu'appelle le Harizal, le Tikkun Abrit. C'est quoi Tikkun Abrit? C'est ce qu'on appelle la réparation de l'alliance. Ces 6 semaines, en fait, qui nous décrivent dans les 6 parachas, on va avoir tout le processus de la sortie d'Égypte, et il va y avoir un effet un peu, si vous voulez, irrationnel, où on va avoir des forces, une énergie particulière pour s'en sortir là où on a décidé de s'en sortir. C'est quoi cette idée de Brit? C'est quoi cette idée d'alliance? Bien, vous entendez le mot Brit, par exemple dans le mot Brit Mila, quand un bébé fait la Brit Mila, il coupe pour après préparer son monde à s'unir à sa femme. Eh bien, la Brit, c'est quoi? C'est de couper avec ses résistances intérieures, couper avec ses forces occultes, couper avec ce qui n'est pas le fruit de notre volonté, pour nous unir à notre véritable essence, pour nous unir vraiment au produit de notre volonté, pour nous unir vraiment à la liberté. Ce qu'on appelle en psychologie, vous savez, c'est des mots qu'on entend tout le temps, c'est « sortez de vos blocages pour être aligné avec vous-même ». C'est exactement ça en fait. C'est être aligné avec soi-même et se sentir cohérent et bien dans sa tête. D'accord? Et ça, c'est la vraie liberté. Il y en a qui croient que la liberté, c'est de faire ce qu'on veut, quand on veut, avec qui on veut et se laisser aller au gré du vent. Pas du tout. Ça, c'est être prisonnier de ses pulsions. D'accord? Quelqu'un qui, par exemple, dit non, moi je veux rester célibataire parce que je vais être libre. Bah, en fait, il est prisonnier de son célibat. Pourquoi? Bah, parce que c'est son célibat auquel il est soumis. Il s'y soumet. Il ne prend pas la décision de faire un choix et de s'engager pour construire. D'accord? Donc en fait, toute forme d'oppression,
eh bien, nous est décrite en fait dans cette paracha. D'accord? Et vous allez voir, cette période de 6 semaines de Yémé à Shovavim va nous donner toutes les clés pour arriver véritablement à être nous-mêmes. Alors la semaine dernière, on avait vu la naissance de Moshe. D'accord? Moshe qui va sortir le peuple juif de l'Égypte. Et Moshe, eh bien, Dieu s'est révélé à lui. Et lui a dit, ça y est maintenant, comme on dit, let my people go, tu vas sortir mon peuple. Et je t'ai nommé toi, Moshe, l'émissaire, le leader, pour pouvoir sortir les Bnei Israël d'Égypte. Ok, après moult négociations, Moshe accepte la mission. Et il arrive en Égypte. Il était en Midian à ce moment-là, lorsque Dieu s'est révélé à lui. Il arrive en Égypte, et là, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir les Juifs, les Bnei Israël, leur dit, hé, j'ai une très 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 bonne nouvelle. Vous allez sortir d'Égypte. Vous allez sortir de l'esclavage. Vous allez être libres. D'accord? Et là, ils sont contents, ils y ont cru. Sauf que quoi? Sauf que à ce moment-là, eh bien, Pharaon va endurcir l'esclavage. Encore plus qu'avant. Il va leur enlever le Shabbat. Il va leur enlever les nuits. Ils vont devoir travailler 24 heures sur 24. Il va les envoyer dans les champs. Il va les oppresser. Il va donner aux femmes des travails d'hommes, aux hommes des travails de femmes. Il va les asservir, mais d'une manière cruelle comme jamais il y a eu dans l'histoire. Et là, on se dit, mais c'est horrible. C'est quoi cette sortie d'Égypte? On t'annonce que tu vas sortir. Et en vérité, c'est même pas que tu es au point mort, mais c'est que c'est encore pire qu'avant qu'on te l'annonce. Mais c'est affreux. Vous êtes d'accord avec moi? Et donc là, ils veulent plus entendre parler de Moshe. Et on les comprend, à juste titre. On veut plus te voir. Tu nous as fait une fausse espérance. Tu nous as donné de l'espoir. Et puis en fait, tout d'un coup, on se rend compte que non seulement on n'a pas avancé, mais on a reculé. C'est quoi cette sortie d'Égypte où on te dit tu sors et finalement tu te retrouves encore plus embourbé qu'avant? En vérité, c'est une situation qu'on connaît. C'est une situation qu'on connaît. C'est comme par exemple quand tu dis allez, ça y est maintenant, je vais changer de travail. Je vais trouver quelque chose vraiment qui me correspond parfaitement. Et je sais, j'ai de l'espoir et j'ai machin. Et on te fait miroiter, on te dit ah ouais, avec ton CV, machin, et je crois en toi, ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et au final, 6 mois après, tu te retrouves toujours au chômage et tu as l'impression d'être encore plus au point mort que 6 mois avant. Tu te dis, mais c'est quoi cette sortie d'Égypte là? C'est quoi ces gens qui m'ont dit que je vais trouver du travail en 2 minutes? En fait, je me rends compte que le marché il est saturé. Je me rends compte qu'en fait, j'ai encore plein de choses à revoir. Donc je suis encore avant le... moi, je voyais la lumière dans le tunnel et finalement, je me rends compte que le tunnel, il est encore très, très sombre. Tu sais, c'est comme... Il y a souvent des gens qui me demandent des ségoulottes. D'accord? Des ségoulottes, c'est par exemple, je cherche à me marier ou je cherche à avoir une bonne parnassa. Alors, donne-moi un moyen un peu miraculeux de la Torah pour faire un raccourci. Je ne donne jamais de ségoulottes. Pourquoi? Parce que je ne veux pas me retrouver dans cette situation où je dis bon bah alors voilà, je t'explique. Alors tu veux te marier, tu vas sur le tombeau de Rabbi Jonathan Ben Uziel, il y en a qui l'ont déjà fait. Oui. C'est quoi? C'est 3 heures de voiture et tu lis le Tehillim 13 fois et tu sautes sur un pied, tu sautes sur une jambe et tu fais ceci, tu fais ça, nanana. Et à la fin quoi? On me dit bah merci, super ton conseil. Ça fait 1 an et c'est toujours rien passé. Je peux pas. Je peux pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et Moshe Rabbeinu, il s'est retrouvé exactement dans cette situation. Et c'est là que s'ouvre notre paracha. C'est là que s'ouvre notre paracha. Moshe, il est outré. Il vient se plaindre à Dieu. Comme moi, des fois, je me plains à Dieu et je dis c'est pas possible. Mais j'ai des copines qui sont bloquées. Allez, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Et Moshe Rabbeinu, il dit Hachem, qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu leur as fait? Tu leur as donné un faux espoir et maintenant, regarde, ils sont déprimés et ils ne veulent même plus entendre parler de moi.
Et c'est là que sous notre paracha, il dit comme ça, Hachem lui dit Va'era, je suis apparu. Je suis apparu à qui? Il dit, la réponse de Dieu à Moshe, c'est je suis apparu à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Merci, Toda Rabba. Qu'est-ce que ça vient m'apporter? C'est quoi cette réponse? Alors Rachid nous explique. Elle dit, j'ai apparu à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Je suis apparu à eux dans une manière qui est un petit peu surprenante. C'est que Dieu a différentes façons de se révéler dans nos vies. Comment tu te révèles Hachem à nous? Comment tu te révèles Hachem dans ma vie? Ben, il y a différents attributs, d'accord? Différents attributs de Dieu. Eh bien, la façon dont il s'est révélé à Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est quoi? Écoutez bien. Je leur ai fait des promesses, mais je ne les ai pas exécutées immédiatement. C'est ça le Vaïra. Tu sais, Moshe, je me suis révélée à Abraham et à Yitzhak et Yaakov. En l'occurrence, je leur ai dit qu'ils hériteraient de la terre d'Eretz Israël, de la Eretz de Canaan. Mais est-ce qu'ils ont vu finalement cette promesse se réaliser tout de suite? Bah, viens, on réfléchit 2 minutes. Abraham, pour pouvoir enterrer Sarah au Marat Marpella, dans la caverne de Marpella, il a dû payer comptant. Il a dû payer très cher. C'est ça, être héritier d'une terre. Yitzhak, on en parle. Yitzhak, il creusait des puits. D'accord? On va dire qu'à notre échelle, il faisait des start-up. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils faisaient les Philistins? Ils passaient derrière lui, ils bouchaient ses puits. D'accord? C'est les ancêtres du BDS. Quoi? Yitzhak, il a vu la promesse se réaliser? Et Yaakov, il a dû s'enfuir, il a dû s'exiler, c'était la galoute, il a souffert. Dis-moi, il a vu le fruit de cette promesse immédiatement? Eh bien, je leur ai promis des choses, mais je ne leur ai pas donné, ce que je leur ai promis immédiatement. D'accord? Est-ce qu'est-ce que tu crois? On va passer un long moment ce soir. Pour que tu comprennes que quoi? Que la Géoula, que la délivrance, c'est en fait un processus. Et un processus, 1, ça prend du temps. Et 2, c'est normal qu'au milieu, il y ait des mouvements de régression. Nous, on aimerait bien dire, regarde, maintenant je suis là. Et dans 6 mois, je serai là. Donc je trace un trait et ça ira de mieux en mieux, de mieux en mieux, de mieux en mieux tous les jours. C'est ça ce qu'on s'imagine. Pas du tout. Tout processus de délivrance, il n'est pas linéaire en fait. Il est fait de haut et de bas, mais comme ça. Tac, 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 tac. Ça veut dire qu'en fait, tu vas vers la progression, mais il ne faut pas s'étonner qu'au milieu, il y ait des petites régressions. N'est-ce pas, Rachel? On partage parce qu'on a 2 de nos enfants qui sont des hypersensibles, on va en parler aussi après. Et donc à chaque fois on échange les témoignages, alors comment c'était, et on partage des trucs, on dit ah là cette semaine la régression totale, mais sur l'ensemble ça progresse. Ah ouais ça progresse. D'accord, vous avez compris? C'est comme la guérison, vous voyez, ça fait 3 semaines que j'ai ce rhume qui ne passe pas. Il y a des matins, je me lève, je respire. Ah, c'est bon, je me dis, ça y est. Et puis le lendemain, hop, ça repart. Mais je sens que globalement, je suis sur la guérison. Vous avez compris ou pas? C'est-à-dire qu'en fait, le processus, il est fait vers l'avancée, mais au milieu, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des régressions. Ça fait partie du processus. D'accord? Et entre parenthèses, la vie est faite de haut et de bas. Mais nous, on est très contents qu'elle soit faite de haut et de bas comme ça, et non pas de haut et de bas comme ça. Vous avez compris? Et puis surtout, comprendre encore une fois que la délivrance, le changement, c'est un processus.
C'est pas en un coup de baguette magique, ça n'existe pas. Aucun changement ne se fait en coup de baguette magique. Et si c'est le cas, le problème c'est qu'on risque de retomber aussi vite qu'on a fait le changement. D'accord? En général, c'est pas très très stable. On va voir que la sortie d'Égypte, je vous ai dit, ça dure 6 semaines, 6 parachutes qui y sont consacrés. Et au milieu, on va avoir les 10 plaies. D'accord? 10 étapes pour sortir d'Égypte. Ça veut dire que c'est normal. Si tu veux avoir 10 sur 10 à ton examen, il faut faire les exercices l'un après l'autre. C'est comme ça que tu progresses. D'accord? Alors comment ça marche quand tu prends un peuple qui est esclave depuis 210 ans et tu leur dis « Allez, ça y est, cette fois-ci, on y va. Vous allez sortir d'Égypte, vous allez être libres. » Comme je vous ai dit, ils n'ont pas cru. Il y a eu un mouvement de déni. C'est comme nous, quand on dit peut-être je peux changer. Non, non, tu sais quoi, laisse tomber. Je préfère là où j'en suis. Vous savez, c'est quoi? Ça s'appelle comment ce phénomène? La peur de sortir de sa zone de confort. Première chose, tu dis écoute, c'est pas la situation idéale, mais au moins je connais. D'accord? Ce boulot, il n'est pas hyper intéressant. C'est vrai, je m'ennuie beaucoup. Intellectuellement, je régresse. Mais au moins le boss, je connais. L'ambiance, je connais. Pas me prendre la tête. La peur de l'inconnu. La peur de l'inconnu, exactement. Tu te dis, par exemple, tu es dans une coloc, ça se passe pas super bien. Tu dis, bon, au moins, elles sont insupportables, mais je les connais. Alors que si je change, sur qui je vais tomber? Je sais pas. Exactement, d'accord? Pareil, mon célibat, je le connais. Ce garçon, ce mariage, ce truc, ça fait peur. Au moins, les célibats, je sais avec qui je cohabite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est la première chose. La première chose, c'est quoi? C'est de comprendre que de manière naturelle, on a peur de sortir de sa zone de confort. Et d'ailleurs, il faut savoir une chose, c'est que 80% des Bnei Israël, qui étaient pourtant oppressés, eh bien, ont décidé qu'ils préféraient rester en Égypte. Ils ne sont jamais sortis d'Égypte. Ils sont morts en Égypte, pendant la plaie des ténèbres. Et nous, on dit quoi? Qu'est-ce qu'on dit le jour du Seder de Pessah? Bechol dovador, chayav adam lirot et atzmo, ki'ilu ou yatsa min Mitzrayim. De génération en génération, on doit se voir nous-mêmes comme étant sortis d'Égypte. Pourquoi? Tu dis, mais moi je n'étais pas en Égypte, pourquoi je dois me voir comme étant sorti d'Égypte? Je ne connais pas l'esclavage. Pour te dire que toi, tu as dans tes gènes, dans ton patrimoine héréditaire, dans ton patrimoine génétique, la force de ces gens-là qui ont le courage de s'en sortir. Et ça ne va pas de soi. C'était que 20%. Et ça, tu l'as, leur sang, il coule dans tes veines. Et tu as cette force-là. Et on a besoin pour réussir. Parce qu'autant il n'y en a que 80%, il n'y en a que 20% qui sont sortis d'Égypte. Mais je ne sais pas si vous connaissez ce proverbe. 100% des gens qui ont réussi ont tenté leur chance, comme le loto. Pareil, tu n'as pas d'autre choix que pour réussir, pour changer, que d'oser sortir de ta zone de confort. La deuxième chose aussi, c'est quoi? Qu'est-ce qui nous bloque? C'est qu'en fait, c'est comme tu disais, on a peur de l'inconnu et puis aussi on a du mal à se projeter. On a du mal à se projeter dans le sens où quoi? On a du mal à sortir de nos schémas répétitifs. Et ça, c'est vrai surtout dans les systèmes relationnels. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, tu te dis par exemple, ok, je sens encore une fois qu'avec ma belle-sœur, ça va mal se passer, ou avec telle copine, ça va mal se passer. Et en fait, tu te conditionnes par ça, et donc tout ce qu'elle va te dire, tu vas mal l'interpréter. Et donc tu dis, ah bah tu vois, elle a encore dit ça, et du coup moi j'ai répondu ça. Et en fait, tu refais les mêmes mécanismes rouillés. C'est comme les disputes de couple qui reviennent à chaque fois, pendant des années. Je me rappelle mes grands-parents, Zifrana Bracha, au bout de, 50 ans de mariage, 60 ans de mariage, ils se disputaient toujours à propos des deux mêmes sujets. C'est pas possible.
T'as envie de dire, mais mamie, tu comprends pas que papy est comme ça. Papy, tu comprends pas qu'elle est comme ça. Ça y est, accepté. Non. Allez, on remet le disque. D'accord? Donc, on n'arrive pas à porter un regard vierge sur les situations et sur nous-mêmes. C'est pour ça qu'on s'auto-sabote. On se dit, je vais pas y arriver, je vais pas réussir, etc. Et de manière presque inconsciente, on provoque l'échec comme pour justifier que, tu vois, je le savais. Et plus les gens sont proches, et plus on a du mal à prendre du recul et à renouveler son regard sur la position de l'autre. D'accord? Donc comment on fait? Comment on fait? Alors, c'est génial parce que notre paracha, elle nous décrit justement un pharaon qui est, mais alors quand je vous dis prisonnier de ses pulsions, prisonnier de ses blocages, c'est assez incroyable. En fait, qu'est-ce qui fait ce pharaon? Eh bien, à chaque fois, donc Moïse et Aaron, son frère, viennent le voir et lui disent « Let my people go, tu dois laisser les Juifs sortir d'Égypte. » Non, il refuse. Écoute, si tu ne laisses pas sortir d'Égypte, je t'explique, demain à 15h03, il va y avoir la grêle. Je ne change pas d'avis. Et effectivement, exactement comme c'est prévu, le lendemain, 15h03, la grêle, le truc, le machin, tatati, tatata. La guerre mondiale dans son pays. Ah, d'accord. Ils sortent d'Égypte. Ok. C'est bon, vous pouvez faire arrêter la plaie. Ouais, c'est bon, on l'arrête. On arrête la plaie. Et là, tout d'un coup, Pharaon, il fait... Bon, non, finalement, je changeais d'avis. Il reste. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois. Et là, tu te dis, mais il est bête ou quoi? Il est bête, ce type. Il refait 10 fois la même erreur. 10 fois le même schéma. Il est dans un schéma répétitif. On peut pas plus répétitif que ça. C'est lui qui est oppressé. Vous êtes d'accord avec moi? C'est incroyable. Et pourtant, on a affaire à l'une des personnes les plus intelligentes du monde. Pharaon, il maîtrisait 70 langues. C'était un génie pas possible. Et pourtant, il était bloqué. Et on me dit, mais je comprends pas. Il est tellement intelligent. Comment c'est possible qu'ils ne comprennent pas? On comprend pas qu'il comprend pas. Mais c'est pas Hachem qui lui a fait... Alors c'est écrit comme ça. Justement, la Torah, elle vient, elle nous dit, en fait, je vais t'expliquer. C'est quoi le problème de Pharaon? C'est comme pendant la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi Hitler, il a perdu la guerre? Il était omnibulé par les Juifs. Il a mis toute son énergie de guerre dans le fait d'aller chercher le dernier Juif. Je dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Il est dans un mécanisme d'auto-sabotage. C'est pas possible. Et Pharaon, c'est exactement la même chose. Vous voyez que la Torah nous parle de situations déjà des siècles avant. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que, comme tu dis, Myriam, Pharaon, son problème, c'est quoi? C'est que son cœur, il est marqué que son cœur est kaved. Il est lourd. D'accord? Son cœur est kaved. Alors, c'est quoi cette idée de cœur qui est lourd, qui est endurci? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème en fait au niveau du cœur de Pharaon. Sa tête, elle marche très bien. Elle marche comme un ordinateur super fonctionnel. D'accord? Par contre, au niveau du cœur, il y a un problème. Alors, il faut savoir une chose, c'est que toute personne va avoir 3 forces psychiques. D'accord? On a le côté cérébral, moire, on a le côté cœur, le côté émotionnel, lèvres, et on a le côté actif. C'est quoi? C'est le kaved. Kaved en hébreu, c'est le foie. En fait, c'est quoi que son cœur, il est lourd, il est kaved? C'est qu'en fait, son cœur, il est relié à son foie, sans passer... Pardon, sa tête, excusez-moi. Sa tête, elle est reliée à son foie sans passer par le cœur. C'est-à-dire qu'en fait, eh bien, normalement, une personne, elle réfléchit, elle passe sa réflexion au crible de ses émotions, de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle pense être judicieux, de son bon sens, d'accord? Et après, en 3e lieu, elle agit, d'accord? Mais
le pharaon, en fait, ça va direct de la tête au caved. Il y a en fait un court-circuit. Pharaon, il est super intelligent, mais au niveau émotionnel, C'est un sociopathe. il a un peu. D'accord? Ou encore une fois, en psychologie moderne, on te dirait il a un QI au top. D'accord? Quotient intellectuel au top, quotient émotionnel 0. C'est-à-dire qu'en fait, il refait les mêmes erreurs sans en tirer les bonnes leçons. Ce qu'on appelle avoir des automatismes. Ben nous, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu vois Pharaon, on a tout un Pharaon à l'intérieur de nous qui nous empêche de faire ce que l'on veut et qui est à l'origine de nos erreurs répétitives. Bien en fait, tu peux être hyper intelligente si au niveau émotionnel, il y a un blocage, et bien en fait, ça va te faire un court-circuit. Et c'est là que tu te retrouves dans des situations oppressantes, dans des schémas répétitifs et dans des cercles vicieux. D'accord? C'est quoi comme genre de situation? Par exemple, quand tu rencontres un garçon, bah, tu préfères être en mode copine. Tu te dis au moins je vais pas trop m'exposer, au moins je prends pas trop de risques. Ça, si en fait je vois qu'il n'est pas intéressé, je me dirais oui, mais c'est parce que j'ai joué la carte de la copine. Et comme tu as joué la carte de la copine, bah, du coup lui il t'a pas vu comme potentiel. Et donc du coup il s'intéresse pas à toi. Et donc en fait du coup tu recommences. Parce que ayant été dans cette situation, tu te dis bon bah je préfère de nouveau ne prendre aucun risque. Et donc en fait tu te retrouves à te positionner toujours comme la bonne copine. Mais alors la très bonne copine. Je dis mais j'en ai marre d'être la bonne copine. J'en ai marre qu'on me voit pas comme quelqu'un de potentiel. J'en ai marre. Oui mais tu comprends que en fait là il y a un blocage émotionnel. D'accord? Et ça c'est le pharaon qui est à l'intérieur de nous. C'est un pharaon qui fait en sorte que j'arrive pas à faire un autre schéma que ce que je me suis répété dans ma tête. Que je fonctionne selon des mécanismes rouillés. Que je suis en pilotage automatique et que je me retrouve en fait dans des situations répétitives. Vous avez compris? Et donc, comment on fait? Comment on fait pour relancer la fonction cœur? Alors déjà, il y a une première chose, c'est que Pharaon, eh bien, comme je vous ai dit, pour les oppressés, il va les faire énormément travailler. Il va les faire travailler le jour, il va les faire travailler la nuit, il va les faire travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est quoi? C'est l'idée qu'en fait, parfois, eh ben, tu vas te mettre à être hyperactif, hyper actif, pour ne surtout pas avoir à réfléchir. Et surtout pas avoir à te retrouver seul avec toi-même. Et donc tu vas te dire, allez, encore un resto avec des copines, allez, encore une sortie, allez, encore une série, allez, encore une émission sur Netflix, allez, encore... Pourvu que tu te retrouves pas seul avec toi-même. Vous savez, je lis un livre en ce moment, excellent. En fait, c'est comment préparer nos enfants à la puberté, en gros, c'est ça. Et une des choses que celui qui a écrit le livre, qui est docteur et Rav, dit, c'est qu'en fait, pour pouvoir être sain psychologiquement, eh bien, il faut être prêt à passer du temps avec soi-même. Et si en fait on n'est pas capable de le faire, on a la bougeotte tout d'un coup, non, il faut qu'on se remette une série, il faut qu'on se sorte notre téléphone, eh bien en fait, ça veut dire qu'on a du mal à être bien avec nous-mêmes. Et c'est fondamental. Il faut absolument avoir des temps morts. Mais ces temps morts, en fait, c'est des temps de vie. C'est des temps positifs, c'est des temps constructifs. Vous savez, je l'avais déjà raconté, je crois, que dans une des conférences de Jérémy Bérébi, il disait que le problème du fait qu'on sort tout le temps nos téléphones dans les temps morts, ça fait qu'en fait, notre cerveau, il est capté par les écrans. Or, les temps morts où tu es dans le bus comme ça, tu regardes par la fenêtre, les temps où tu t'ennuies sont en fait des temps très propices à la réflexion et au développement personnel et à la construction. Et en fait, parfois,
Tu sais, tu as une question comme ça qui te taraude. Puis après, tu vas déjeuner, tu passes un temps, entre guillemets, mort. Et 2 heures après, tu as la réponse. Parfois aussi, tu vas te coucher avec une énorme question et tu te réveilles, tu as la réponse. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le cerveau, il est très, très bien fait. Et il est en mode, comment on appelle ça ? En mode veille. Et quand il est en mode veille, en fait, inconsciemment, il est hyper actif. Il traite les données. Il a une réflexion. Et c'est des moments qui sont des moments très, 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 très précieux. Le pharaon actuel, c'est le smartphone. Dès que tu as un temps mort, tu es dessus. Et ça t'empêche de réfléchir. D'accord ? Et aussi, il leur a enlevé, qu'est-ce qu'il leur a fait ? Il leur a enlevé le Shabbat. Parce que le Shabbat, aussi, c'est un moment, aide-moi la saute. Il n'y a pas de téléphone déjà. Et tu te reconnectes à toi-même. Tu te reconnectes à toi-même. D'accord ? Donc, toi, tu as l'impression que tu passes du temps libre en regardant encore une nouvelle série, mais en vérité, il faut faire attention. Parce que ce temps-là, en fait, c'est un temps qui nous oppresse. D'accord ? Alors, qu'est-ce qui va se passer après ? Eh bien, il va y avoir les 10 plaies, ces fameuses Esser Makot. C'est quoi ces fameuses Esser Makot, ces fameuses 10 plaies ? Alors, ces fameuses 10 plaies, qu'est-ce que ça implique dans notre façon encore une fois, de traiter notre psychologie et d'aller vers notre volonté propre et de nous reconnecter à nous-mêmes ? Eh bien, c'est comme ça. C'est que en fait, il dit Rav Moshe Shapira que tout comme Dieu a créé le monde avec 10 paroles, ce sont en fait toutes les règles de la nature, d'accord ? Ce qu'on connaît, la loi de la gravité, E égale MC2, le tableau de Mendeleïev, tout ce qu'on a appris en fait en physique, chimie, d'accord ? Eh bien, Dieu est venu et les 10 plaies, il est en fait comme rentré dans la nature et il a tout chamboulé. Comme pour nous dire que quoi ? Toi, tu crois que ces règles, elles sont immuables, mais c'est moi qui me cache derrière ces règles. Et moi, je suis le boss. Je fais ce que je veux. Donc, si tu es associé à moi directement, même ce qui te semble aussi immuable que E égale MC2, c'est possible de le changer. Toi, tu te dis, mais moi, pour moi, je vais me casser la figure exactement comme la pomme de Newton. Voilà, la pomme, elle est là. Et je sais qu'à un moment, elle va tomber, paf. Bah, moi, je sais que pareil, mon entretien, je vais me planter. Ce qui t'a l'air aussi immuable que la règle de Newton, Hachem, il peut la changer. Si toi, tu t'associes à lui. Si toi, tu crois au changement. Si toi, tu crois que ce qui t'a l'air immuable, eh ben, en vérité, c'est aussi propice au changement. Mais tout dépend de combien tu y crois. Et donc, c'est pour ça que Dieu a fait tout ce scénario. Parce qu'en fait, il aurait pu dire, bon, bah, pour les sortir d'Égypte, regarde, je leur mets une bombe atomique à Pharaon, et ça y est, ils sortent. Non. Il a voulu leur donner une leçon au Béné Israël. Il a voulu leur donner une leçon de Emouna. Sache que derrière toutes les règles de la nature, tout ce qui t'as l'impression que c'est comme ça, c'est pas autrement. Je vais pas me transformer tout comme le plomb va pas se transformer en or. Mais celui qui a dit que le plomb sera du plomb, il peut très bien dire que ce sera de l'or. Bah toi, c'est pareil. Toi, t'es castré dans cette voie-là, mais Dieu, il peut très très bien t'en sortir. À condition que quoi ? Que toi, psychologiquement, tu sois prête à accepter ça. C'est ça la leçon des Esser Makot. Non, j'aimerais continuer encore sur un point qui est fondamental. C'est le point de ce qu'on appelle le conditionnement. J'aimerais parler de quelque chose qui est absolument fondamental dans notre paracha. Lorsque les Béné Israël vont sortir d'Égypte, Dieu va leur donner une première mitzvah, un premier commandement. D'accord ? À votre avis, c'est quoi le premier commandement que Dieu va leur donner ? La Brit Mila. Alors, il y a la Brit Mila, en général, en fait, c'est Rosh Chodesh. Mais dans le Talmud Yerushalmi,
on nous donne un autre avis qui est absolument incroyable. On nous dit quoi? Que quand ils vont sortir d'Égypte, à l'instant où ils vont sortir d'Égypte, Dieu va leur donner un commandement très 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 étonnant. Il va leur dire que il va leur donner les lois des esclaves. Je m'explique. À l'époque, lorsque quelqu'un n'arrivait pas à s'en sortir, eh bien, il pouvait aller voir une personne et lui dire: écoute, je travaille chez toi pendant plusieurs années, je travaille gratuitement et ça va me permettre de payer mes dettes ou bien de me réinsérer dans la société, etc. C'est en fait une sorte, si vous voulez, à l'époque il n'y avait pas de prison, c'était une sorte de réhabilitation. D'accord? Si quelqu'un avait des dettes ou des choses comme ça, alors il était, si vous voulez, esclave chez une personne. D'accord? Maintenant c'est un esclave VIP, hein, parce que s'il n'a pas d'oreiller, tu dois lui donner le tien, tant que lui il n'a pas mangé, tu n'as pas mangé, d'accord? Et donc en fait, il va à ce moment-là leur donner toutes les lois, justement, par rapport aux esclaves. Dieu va leur donner ça. C'est quoi? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que le moment où eux sortent de l'esclavage, Dieu leur dit: alors si vous avez un esclave, voilà comment vous ferez ça, ça, ça et ça. C'est quand même bizarre. C'est pas le moment propice pour dire quand toi tu seras à la place entre guillemets de l'oppresseur, voilà ce que tu devras faire. C'est quand même curieux que la première loi qu'il leur donne, eh bien, c'est ça. Alors en fait, je vais vous expliquer pourquoi il leur donne cette loi maintenant. Parce qu'en fait, on peut croire que quand on a vécu un traumatisme, alors on est susceptible de le reproduire aux autres. Là, vous sortez d'esclavage. Attention! Si vous croyez qu'après, vous allez faire exactement ce que Pharaon vous a fait aux autres. Vous n'êtes pas conditionné par ça. Ça, c'est un discours que j'entends énormément dans toutes les personnes qui font des thérapies de psychologues et qui abondent dans ce sens. C'est ce qu'on appelle le conditionnement. Le conditionnement, c'est quoi? C'est: j'ai subi un traumatisme, donc je vais être soit amenée à le répéter sur moi-même, soit à le faire subir aux autres. Et je suis vouée à ça. Je suis conditionnée par mon enfance, je suis conditionnée par mes traumatismes. D'accord? Par exemple, j'ai manqué d'affection, donc forcément, moi aussi, je serai quelqu'un de froid. Ou alors, j'ai été très critiquée, alors moi aussi, je vais être très très critique. Ou alors, j'ai pas été valorisée, donc je vais m'auto-dévaloriser. Ou alors, j'ai vu mes parents se disputer et chez moi ça criait, donc c'est impossible que j'ai un foyer qui soit calme. D'accord? Vous avez eu un père dominateur, c'est pour ça que vous avez choisi un mari dominateur. D'accord? Vous avez une mère poule, alors vous serez une mère poule. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez déjà entendu ces discours-là ou pas? C'est soit dans un sens, soit dans un autre. En gros, c'est genre, soit tu es amené, toi, à répéter en fait le même mécanisme. C'est pour ça qu'on dit que, soi-disant, les gens qui auraient subi des violences à la maison, eh bien, sont le plus susceptibles de le refaire. D'accord? Ou alors, que ça va être des futures femmes battues. Genre, femmes battues, j'adore cette expression, femmes battues, genre comme si c'était une définition. Oui, femmes battues. Non, ça vous choque pas quand on dit ça? Genre comme si elle ne pouvait pas s'en sortir, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui? Vous me suivez ou pas? Oui, parce que je vois vos regards très... Et en fait... Le problème, c'est que ça... Mais tout ça, c'est ce qu'on explique, c'est qu'en fait, tout ça, c'est inconscient. Et vous avez bien compris une chose, quand on a dit tout à l'heure que Pharaon, c'est un type hyper intelligent, d'accord? C'est que le fait de prendre conscience d'un dysfonctionnement ne va pas faire que je vais le régler en un coup de baguette magique. Je suis obligée de passer par la phase émotionnelle pour pouvoir m'en sortir. Et ça, c'est un processus. C'est-à-dire quoi la phase émotionnelle? C'est ce qu'on est en train d'expliquer. Ce qu'on est en train d'expliquer, c'est d'abord on a dit 1, croire au changement, d'accord? Et 2, comprendre que je ne suis pas conditionnée
par mes traumatismes et par mon enfance. Je suis certes influencée, mais j'ai toute la liberté de m'en sortir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'esclavage, c'est quoi? C'est de croire que je suis limitée. Limitée par mes traumatismes, limitée par mon enfance, limitée parce que j'ai eu un père comme ça, parce que j'ai eu un mari comme ça, parce que j'ai un ex-mari comme ça, parce que j'ai subi ça, parce que dans mon enfance, parce que truc. Et la paracha de Vaïra te dit non, non, non. Tu es capable de te voir comme un être libre. Quelqu'un qui est capable de s'extraire de tout ce conditionnement. Tu es certes influencé, mais ça c'est tes paramètres de vie. C'est Hachem qui t'a fait naître dans cette situation. Mais la question c'est, qu'est-ce que toi tu vas en faire? Tu n'es pas soumise à ça. Tu n'es pas soumise à ça. Tu peux très bien décider de t'en sortir. Et ça prendra le chemin que ça prendra. Et ça prendra le temps que ça prendra. Et au milieu, il y aura des régressions. Mais tout ça, c'est très sain. Mais c'est ça la liberté. Vous comprenez ou pas? En vérité, il dit comme ça, Rav Jacobson, il explique. Il dit, regarde, je t'explique. Tous tes traumatismes, tous tes blocages, tout ce que tu as subi, c'est une arme à double tranchant. Soit c'est quelque chose que effectivement tu vas être amené à répliquer si tu ne fais pas de travail sur toi. Répliquer soit en tant que victime ou soit en tant que bourreau. Ou alors, ça va être une arme justement pour pouvoir faire encore mieux que si tu n'avais pas subi ça. Pour même aider les gens dans ce domaine-là. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'avais travaillé pour un centre de désintoxication à Jérusalem en tant que bénévole. Et en fait, le chef du centre de désintoxication, c'était un ancien drogué. Et c'est quelqu'un qui avait fait un travail extraordinaire sur lui pour s'en sortir. Et je me rappelle toute ma vie de cette phrase. Il nous a dit comme ça, il nous a dit, je vous témoigne qu'il n'y a pas un matin où je ne suis pas tentée de recommencer. Une fois qu'on a touché à la drogue, c'est très difficile. Et chaque matin, je redécide, non seulement je ne retombe pas dedans, mais je vais aider tous les gens qui viennent se présenter à moi. Vous vous rendez compte de cette force? C'est-à-dire qu'en fait, et c'est ce qu'il dit Rav Jacobson, il dit, les gens qui ont subi des traumatismes sont en général les personnes qui sont les plus à même d'aider ceux qui ont été dans cette situation. En vérité, ça ressemble à quoi tous ces traumatismes, etc. Ça représente une énergie. Une énergie comme de l'essence, par exemple. Avec l'essence, je peux tout brûler sur mon passage. Ça, c'est quand j'ai fait de ce réservoir d'essence quelque chose de négatif. Mais je peux en faire quoi aussi? Je peux en faire un moteur pour avancer. C'est à moi de choisir. C'est à moi de choisir. Et si je décide de le faire, il faut savoir que je vais sublimer ma mauvaise expérience. C'est pour ça que les gens qui, par exemple, sont issus de mariages où il y avait la mésentente entre les parents, des divorces, eh bien, sont parfois encore plus à même de monter des foyers qui sont exemplaires et qui sont empreints de shalom bayit et qui sont empreints d'amour et qui sont empreints de respect. Parce que justement, ça dépend. Tu te dis, mais je veux tellement pas subir ce que moi j'ai subi que du coup, je vais mettre le paquet d'énergie pour faire en sorte que ça marche. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça la question du conditionnement. C'est qu'en fait, à ce moment-là, on dit, regardez, ce que vous avez subi, vous ne le ferez pas aux autres. Au contraire, vous allez être des maîtres extraordinaires. Quand vous verrez que j'aime pas parler d'esclave, on dit oved, ivri, en fait, votre travailleur, eh bien, il sera pas bien, vous serez là pour lui. Et il y aura toutes les règles, en fait, toutes les règles de travail, tout ça. À ce moment-là, sublime ton passé. C'est ça ce qu'elle te dit, en fait, cette paracha. D'accord? Et c'est comme ça qu'en fait, on peut réparer nos traumatismes à nous et en vérité, même toutes les générations passées. D'accord? Donc, on répète, on a dit 1, prendre conscience qu'on n'est pas soumise à nos traumatismes. 2, prendre conscience que tout ça, donc, c'est un processus. Il y a aussi une autre technique qui est fondamentale et dont nous parle la paracha. C'est quoi? C'est la parole. La parole. On dit que en fait, à ce moment-là, les bénis Israël, ils étaient tellement oppressés avant de sortir d'Égypte
qu'ils n'arrivent même plus à parler. Ça, c'est quand justement on est encore enfermé dans un traumatisme, quand on n'arrive pas à en parler. Quand on te dit ah oui, ce qui s'est passé à ta sœur ou quand tu étais petite, et là tu fais. Et t'es bloqué, t'arrives même plus à en parler. C'est-à-dire qu'en fait, c'est encore présent en toi. Pourtant, c'était il y a 5 ans, pourtant, c'était il y a 10 ans. Oui, mais en fait, émotionnellement, c'est encore du présent. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il y a marqué que Dieu va les envoyer, en fait, après, dans le Midbar, dans le désert. Midbar, c'est les mêmes lettres que Médaber. Ils vont parler. En fait, quand on parle et quand on se répète des choses comme des mantras. C'est possible, j'y crois, avant d'aller en entretien, je suis sûre que je vais réussir, avant d'aller à une date, celui qui va m'épouser sera la personne la plus heureuse du monde. Vous me répétez maintenant à chaque fois, vous parlez. Toutes ces phrases-là, en fait, regardez comment c'est extraordinaire. On dit que quoi? Que les blocages, ils sont entre la tête et le cœur. Or, regardez, la bouche, elle a parfaite équidistance entre la tête et le cœur. Pourquoi? Parce que justement la bouche, c'est celle qui vient faire le lien entre ce que je sais et ce que j'intègre. Et petit à petit, comme de l'érosion, vous voyez, comme une goutte qui pénètre dans la pierre, pareil, ce que je me répète, ça pénètre dans mon cœur. Donc à ce moment-là, eh bien, il faut être capable de parler. Et vous allez voir qu'en fait, quand on est capable de parler d'un problème, quand on est capable de parler d'une situation, ben c'est le signe qu'en fait, on commence à prendre du recul et donc on est vraiment, véritablement en train de s'en sortir. Et quand on se répète un message, ben en fait, on se fait notre propre petite thérapie à nous. On dit, on s'auto-persuade que ben c'est bon, on est capable et on arrête cet auto-sabotage. D'accord? Donc de verbaliser, en fait, c'est de se libérer. Parce que ce qui ne s'exprime pas s'imprime et nous oppresse. D'accord? La troisième chose, c'est quoi qui va les aider? Alors, une des choses que Pharaon avait fait à partir du moment où ils avaient commencé à avoir des rêves de Géoula, je vous ai dit, il leur a fait en sorte qu'ils arrêtent d'avoir du temps pour penser. Et puis la deuxième chose aussi, c'est qu'il a fait en sorte qu'ils arrêtent d'étudier la Torah. Alors c'est vrai qu'on est avant le don de la Torah, mais il y avait une forme de sagesse, une forme de spiritualité. Comme tu disais Léa la semaine dernière, ce fameux Davar Eloki. Eh bien, il n'y avait plus de cours de spiritualité. Il n'y avait plus rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, justement, la Torah, elle nous donne les clés pour nous reconnecter à nous-mêmes. Nous, parfois, on a l'impression que la Torah, elle veut qu'on soit elle veut faire en sorte qu'on soit quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Elle veut nous transformer en moi, mais en religieuse. Ce que tu comprends, c'est quoi? C'est que la Torah, justement, c'est la vraie liberté. Parce que c'est celle qui te permet de toucher à ton moi profond. C'est celle qui te permet de toucher à ton essence profonde. C'est celle qui te permet de toucher à ta volonté profonde et à t'y reconnecter. Et à te débarrasser de toutes ces fameuses résistances et toutes ces fameuses forces et toutes ces fameuses pulsions qui ne sont pas toi. On avait dit au début du cours que c'est comme quelqu'un qui fait un régime. Quand la coach ou la nutritionniste, la diététicienne, elle te donne une règle à suivre, un programme. Toi, tu dis « Ah non, c'est oppressant !» Mais je n'ai pas compris. Tu veux aller dans ce processus-là? Tu veux aller dans ce chemin-là? Ben, en fait, il y a un chemin. Et un chemin, c'est encadré. Ben, c'est pareil. La Torah, en fait, elle te donne un cadre pour pouvoir réussir à te développer et à te construire et à toucher ton véritable Ani, ton véritable moi. D'accord? Alors, justement, en fait, ça va être tout l'enjeu de cette sortie d'Égypte. C'est que petit à petit, en fait, avec tout ce processus de comprendre qu'il faut prendre du recul, de croire au changement, de comprendre que c'est normal que ce soit un processus et que du coup ce soit lent, que du coup ce soit par étapes et que du coup au milieu il y a des régressions, d'accord? Et ne pas se laisser impressionner et ne pas croire qu'on est soumise à tout ce qu'on a vécu, mais qu'au contraire on a les mains libres dessus, eh bien ça va être en fait tout le secret de leur véritable liberté. Eh bien la liberté, on la voit à la fin de la paracha,
Dieu va donner 4, ce qu'on appelle les Shonot à Géoula, 4 mots pour parler de la liberté. En fait, ces 4 mots sont exactement tout le processus qu'on suit lorsqu'on se sort d'une situation qui est oppressante. La première, c'est quoi? C'est l'akarti. Je vous ai pris. C'est en fait Dieu qui nous dit, allez, je te sors de cette situation, voilà, t'as pas le choix. C'est quoi? C'est exactement quand toi, tu te retrouves dans une situation où tu te dis, bon, je crois que là, j'ai pas le choix que d'aller voir une thérapeute. J'ai pas d'autre choix que d'aller voir une coach. Là, c'est trop de souffrance. Là, c'est pas possible. Là, je me reconnais pas. Exactement comme une femme qui s'était confiée à moi et qui m'avait dit, écoute, je me suis retrouvée dans une situation où je frappais mes enfants. Et en plus, c'était vraiment une femme que je ne pouvais pas croire. Mais je frappais mes enfants et je ne voyais même plus de réaction chez eux. Et là, j'ai dit, non, c'est plus possible. Il faut absolument que je m'occupe de mon problème de colère. C'est ça la quartier. Je me retrouve devant le fait accompli et je me dis, j'ai pas le choix maintenant. D'accord? Et parfois, c'est déjà très courageux d'être dans le constat et de ne pas être dans le déni. Deuxièmement, on va avoir Itzalti. Itzalti, c'est tout le processus qu'on a décrit. C'est en fait, ils vont faire leur sac et ils vont être proactifs pour cette sortie d'Égypte. C'est justement c'est ce fameux processus dont on a parlé, d'accord? Qui prend du temps, qui peut prendre des années pour sortir d'une situation, mais on a tout notre temps. L'essentiel, on a dit quoi? C'est d'être en mouvement. Troisièmement, on va avoir quoi? On va avoir Ga'alti. Ga'alti, c'est quoi? C'est quand en fait les Bnei Israël vont sortir d'Égypte et que derrière eux, ils vont voir les Égyptiens, donc leurs oppresseurs, qui vont mourir. C'est quoi? C'est lorsque l'Égyptien est mort. C'est lorsque le problème est mort. C'est lorsque tu dis quoi? Tu dis, ah, c'est marrant! Moi, j'avais peur de ça, mais oh là là, j'ai changé depuis. Je me reconnais même plus dans cette situation. Alors ça, c'est génial. C'est extraordinaire. Vous voyez ou pas? On a comme ça des réussites. Et il faut les connaître. Vous les connaissez? Oui. Mais il faut capitaliser nos victoires. D'accord? Et le dernier, c'est quoi? Pardon, le premier, c'était Otseti. Le quatrième, c'est quoi? C'est l'Akarti. L'Akarti, c'est quoi? C'est lorsque Dieu nous a mis au pied du Har Sinaï. C'est la 4e étape. Et la 4e étape, en vérité, c'est de comprendre que quoi? Que tous mes combats, que tous les efforts que j'ai faits pour sortir de mes situations oppressantes, de mes blocages, de ce qui m'emprisonne, de ce qui me bloque, en vérité, c'est exactement comme être au pied du Har Sinaï. Parce qu'en fait, je suis en train de sublimer toute mon existence. Je suis en train de dire à Hachem, tu vois Hachem, j'essaye d'être quelqu'un de meilleur. J'essaie d'être connectée encore plus à ma Neshama. J'essaye de faire mon vrai projet de vie, ce pourquoi je suis venue sur Terre. Et prendre conscience à quel point Hachem, il est fier de nous. Et à quel point, en fait, il est fier de tous les efforts que l'on fait pour s'en sortir et pour être quelqu'un de meilleur. Et comprendre qu'en fait, tout ça, c'est un processus qui est divin. À la fois, il est humain, ça veut dire qu'il est initié par nous, avec les moyens qui sont les nôtres. Et à la fois, en fait, Hachem, il envoie toute sa touche finale pour nous permettre de réussir et d'aller vraiment dans la vraie direction, dans la bonne voie et dans la voie de la véritable liberté. Alors voilà, je vous souhaite vraiment, Drat Hachem, d'aller dans cette voie-là, de poursuivre dans tout ce qui vous fait du bien, dans tout ce qui touche vraiment à votre Ani, et vous débarrasser de tout le reste, sachant qu'évidemment c'est le processus de toute une vie. Merci. Voilà. Ah mais ça c'est tant pis. Est-ce que vous avez des questions?